On va à présent passer à la lecture analytique de ce poème d'Apollinaire, parce que vous allez voir qu'il y a beaucoup de choses à en dire. D'abord, il faut rappeler que le recueil Alcool est un recueil absolument composite, c'est-à-dire qu'il est composé d'éléments très différents, puisqu'on a des reprises de formes poétiques extrêmement anciennes, la ballade, la chanson, le rondeau, avec néanmoins des thématiques nouvelles. Je vous avais un petit peu parlé notamment de l'importance pour Apollinaire de l'aviation et des figures ailées, qui sont pour lui très importantes. Mais aussi, dans le premier poème d'Alcool, Zone, l'importance de la banlieue qui est en train de se construire à l'époque d'Apollinaire. Bref, on a un recueil qui est composite. Et en même temps, avec ce mélange de moderne et d'ancien, on a tout de même une importance particulière accordée par Apollinaire à des grandes traditions poétiques. Apollinaire aime à revenir à des thèmes poétiques traditionnels. C'est notamment la figure de l'exilé, de l'exclu, qui est très importante pour lui. On le voit dans des poèmes comme Le Voyageur, page 63, La Tzigane, page 86, L'Ermite, page 87, Les Migrants de l'Underroad, page 93. Bref, on a une foule de personnages dans Alcool d'Apollinaire qui sont des personnages de marginaux, un peu comme est marginal le poète pour Apollinaire. Donc on a cet environnement d'exclus qui est autour du poème Le Vent Nocturne qu'on va analyser, et c'est intéressant de le souligner parce qu'on va voir que dans Le Vent Nocturne, on a la présence encore de ces figures de marginaux, d'exilés, avec au vers 11 la présence de l'exil, le pas de nul venant, au vers 12, pardon, et puis l'importance également de la féerie, avec au vers 6, 4 et 7, la présence des elfes, du vent gothique et du dieu Attis. Donc Le Vent Nocturne, c'est un poème qui permet de voir tout cela, de voir comment Alcool d'Apollinaire mélange le moderne et l'ancien et reprend des grands thèmes traditionnels en poésie. C'est peut-être d'ailleurs dans Le Vent Nocturne qu'on voit le mieux ce qui relève de la fantasmagorie dans le recueil. Alors, une petite définition, c'est quoi la fantasmagorie? Dans fantasmagorie, on retrouve évidemment le terme de fantasme. La fantasmagorie, c'est littéralement, au XIXe siècle, des petits spectacles qu'on faisait dans le cadre nocturne et dans lesquels on mettait en scène devant le spectateur des images un peu irréelles qui semblaient être des fantômes. Et puis ce terme de fantasmagorie, il a perdu son sens technique et il a signifié, au sens figuré, cette abondance d'utilisation d'éléments surnaturels dans un texte, et dans un texte littéraire en particulier. Donc on a, avec Le Vent Nocturne, un poème qui est une fantasmagorie. Je vous propose donc comme problématique la problématique suivante. Comment ce poème fantasmagorique et sonore permet-il de mettre en valeur une langue poétique moderne? Je vous propose un plan qui reprend deux mouvements importants dans le texte. C'est un texte qui est relativement court, Le Vent Nocturne, puisqu'il fait exactement 13 vers. Deux mouvements se découpent dans le texte. C'est d'abord une première partie qui va faire entendre une nature bruyante et fantastique, du vers 1 jusqu'au vers 7. Et ensuite, on verra que dans ce texte, c'est la forêt elle-même qui va prendre vie et qui va témoigner d'une langue poétique moderne, des vers 8 au vers 13. On a donc un texte qui va être la description d'un paysage naturel dans lequel le son, l'ouïe, va avoir une importance particulière. Tout va passer par le bruit et par le son en particulier. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que le texte commence par une interjection au point d'exclamation, puisque ça nous permet de montrer le cri de stupeur, voire d'étonnement du poète dans le texte. C'est une tournure exclamative et c'est une des rares marques de ponctuation qui subsistent encore dans le recueil Alcool, puisque en 1912, à l'été 1912, avant que le recueil ne soit paru, eh bien Apollinaire va faire le choix de supprimer tous les éléments de ponctuation.
il va conserver quelques points d'exclamation, notamment après des tournures exclamatives, comme les interjections ou certaines onomatopées. Le premier alexandrin du poème va d'ailleurs montrer l'importance des sons, puisqu'il commence en parlant des cimes des pins qui grincent et qui se heurtent, deux verbes qui montrent la violence du bruit de cette forêt durant la nuit. Il y a de la violence et il y a une impression inquiétante déjà dans le texte. Puis on va voir les 4 premiers vers qui vont être une succession des différents bruits que le vent transporte en quelque sorte. Les cimes des pins grincent, on l'a vu. L'autan, c'est-à-dire le nom du vent, permet d'entendre peut-être des elfes rire ou corner avec des voix triomphales. Bref, on a un univers bruyant dans le texte. Je vous rappelle que corner, comme son nom l'indique, signifie jouer littéralement de la corne, un instrument, ou du cornet, un instrument extrêmement bruyant. Et on a d'ailleurs 2 figures de style qui sont extrêmement importantes lorsqu'on parle de sonorité et de poésie. C'est l'assonance et l'allitération. Ce sont 2 termes qu'il faut que vous maîtrisiez. L'assonance, c'est la répétition de termes de sonorité vocalique, de voyelle. L'allitération, c'est la répétition de sonorité consonantique ou de consonne. Prenons les 2 premiers vers. Oh, les cimes des pins grincent en se heurtant, et l'on entend aussi se lamenter l'autan. Si on regarde un petit peu la disposition des sons dans ces 2 vers, on va découvrir qu'il y a 2 sons qui se répètent. D'abord, c'est le son consonne T, le T, qu'on appelle une dentale en français. C'est une consonne plosive, c'est-à-dire qu'elle produit un son explosif. Et on a un deuxième son qui est répété souvent, c'est le son AN, qui est un son nasal. Et vous allez avoir, dans ces 2 premiers vers du poème, une répartition de très nombreux sons T et AN. Tan, 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 tan. On les reprend. On a 7 sons T et 6 sons AN. Oh, les cimes des pins grincent tant, se heurtant, et l'on entend aussi se lamenter l'autan. Tan, 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 tan. Pourquoi avoir mis allitération et assonance dans les 2 premiers vers du poème? C'est parce que ce qui est en train d'exploser à notre oreille, ce n'est pas nous qui lisons les vers, ce sont les pins, les cimes des pins qui sont en train de claquer au-dessus de nous. Se lamenter l'autan. On est dans une forêt qui grince et qui claque. Je vous rappelle que les cimes étaient en train de se heurter, disait Apollinaire. Et on va avoir d'ailleurs, si on continue au vers 3 et au vers 4, une même présence d'allitération et d'assonance, cette fois-ci avec des consonnes qu'on appelle en français des consonnes, c'est un terme un peu technique, mais ça à la limite vous pourrez l'oublier, c'est ce qu'on appelle des consonnes fricatives labiodentales, c'est-à-dire qu'elles font, il y a de la friction, il y a un rapprochement de vos lèvres avec vos dents. Le son F, F, et le son V, V, le V et le F. On va le voir. Et du fleuve prochain à grand voix triomphale, les elfes rirent au vent, au corner, au rafale. F et V. Pourquoi cette répartition de consonnes F et V, alors que Apollinaire est en train, le poète est en train de nous parler du fleuve qui coule et du vent qui souffle? Eh bien peut-être justement pour nous faire entendre ce vent qui souffle et cette eau qui est en train de couler. Vous voyez que assonance et allitération, dans les 4 premiers vers du texte, dans les 4 premiers vers du poème, permettent de faire entendre cette nature qui entoure le poète. Bref, il s'agit bien de montrer ce qui est en train de produire le vent nocturne dans la nature où se trouve le poète. Il fait du bruit. Nous entendons bruire le vent dans la nuit. D'ailleurs, petit à petit, le vent va se personnifier, puisque dès le vers 2, on nous disait que le vent se lamentait. Le choix du verbe se lamenter, qui est un verbe qui est normalement associé à un référent humain, ici associé au vent, est extrêmement bizarre. Le vent, normalement, ne se lamente pas. On a donc une personnification du vent. Et finalement, on a toute la nature qui semble prendre vie, qui semble parler dans ce poème. On a des sons quasiment humains, on a des cris,
on parle des grands voix triomphales, on parle des coups, des grincements et des heurts, des cimes d'épins. Et on parle des pleurs avec ce lamenté, du rire avec ces elfes qui rient au vent. Bref, c'est un texte poétique qui est bruyant. Il y a des sons partout et on les entend avec les assonances et les allitérations. D'ailleurs, on va même entendre parler ces petits elfes dont on nous parle au vers 4 et au vers 7, puisque dès le vers 5, on a l'emploi d'un discours direct par le poète. Attis, Attis, Attis. Alors Attis, c'est ce dieu dont je vous ai parlé, mais pourquoi avoir répété par 3 fois ce nom propre? C'est en stylistique ce qu'on appelle une palylogie. En gros, une répétition d'un mot court en début de phrase ou en début de vers. Et cette répétition, c'est en fait le cri répété et un petit peu bégayé par les elfes dans la nature, qu'on entend. Attis, 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 charmante et débraillée. C'est ton nom quand la nuit les elfes ont raillé. Donc on a des elfes qui sont en train de se moquer, de crier ce nom qui revient dans le texte avec une petite voix. Et cette figure de Attis, dit par les elfes, va nous montrer un deuxième aspect très important dans le texte, en plus du bruit, c'est l'importance des figures légendaires dont je vous parlais dans la vidéo précédente. On a des figures importantes dans le texte et inquiétantes. La figure d'Attis, dont le sang a donné naissance au sapin, au pin, et ces elfes-là. De sorte qu'on a le basculement du texte vers le registre fantastique. On ne sait pas finalement ce qui produit ce bruit qu'on entend. Est-ce que c'est la nature qui vit, le vent qui souffle, le fleuve qui coule, ou bien est-ce que cette nature n'est pas peuplée de petites créatures magiques, les elfes, qui chantent le nom d'un dieu qui aurait donné naissance au sapin? On ne sait pas, on doute, on a d'ailleurs l'utilisation de la première personne du singulier et de la deuxième personne du singulier. Ton nom, c'est l'un de tes pains, dit le poète au vers 6 et 7, en parlant à Attis, le dieu qui est à l'origine de la naissance des pains. Et la première personne avec le on. Alors le on, vous allez me dire, c'est normalement un pronom de la troisième personne. Je, tu, il, elle, on. Mais je vous avais dit en classe que le on était un pronom caméléon. Il peut vouloir dire je, tu, il, nous, vous, il au pluriel. Et là, en l'occurrence, quand le poète dit au vers 2 que on entend se lamenter l'autan, qui est ce on? Est-ce que c'est le poète qui parle? Et donc le on serait égal à un je, j'entends se lamenter l'autan, ou est-ce qu'il nous inclut dans ce on? Nous, en tant que lecteurs du poème. On pourrait le penser, puisque avec l'étude des assonances et des allitérations que je vous propose, on l'entendait aussi, ce vent qui soufflait. Bref, on a des verbes de perception, on a des figures de personnification, je vous l'ai dit avec l'emploi du verbe se lamenter pour parler du vent. Tout cela permet de conclure au fait qu'on a l'utilisation du registre fantastique dans le texte. On ne sait pas si les bruits qu'on entend viennent de ces créatures légendaires et magiques qui peuplent la forêt, ou bien si c'est tout simplement le bruit du vent dans les arbres. Mais on a, à partir du moment où on arrive au vers 8, dans la deuxième partie du poème, la forêt fuit au loin comme une armée antique, etc., etc., on va voir que ce qui prend vie, c'est pas seulement le vent, ou alors le vent, ce serait une sorte de force de vie, parce que tout va devenir vivant, tout va devenir humain dans le texte. La forêt va devenir humaine. Donc on a une atmosphère inquiétante et surnaturelle, on l'a vu avec le registre fantastique, mais petit à petit, on va avoir l'impression que ce poème donne des caractéristiques humaines à peu près tout. Dès le vers 7, on a déjà la présence d'un terme étrange, d'un adjectif étrange à propos du vent. On parle du vent gothique. C'est étrange d'associer un tel adjectif à propos du vent parce que le terme de gothique, ça renvoie au Moyen-Âge, à ce qui est lointain, à ce qui est hors de mode, mais c'est un terme qui est plutôt un terme qu'on associe au monde humain. On parle d'une architecture gothique, d'une cathédrale gothique, mais pas d'un vent gothique. Le vent, c'est plutôt du domaine naturel. Donc, on va avoir dans le texte du vent nocturne un mélange entre le monde naturel, le monde de la forêt, le monde météorologique,
les animaux, les nuages, le vent, etc., avec le monde humain, les villages, une armée, etc., etc. Apollinaire utilise des termes qui ne vont pas ensemble. Le vent gothique, c'est la fusion du monde naturel et du monde surnaturel, et du monde humain, plutôt. Donc, les frontières entre la nature et l'humain, entre le réel et l'imaginaire, comme on l'a vu avec le registre fantastique, tout ça, ça saute dans le vent nocturne. Donc on va voir comment est personnifiée la forêt. On regarde le vers 8. La forêt fuit au loin comme une armée antique, dont les lances au pin s'agitent au tournant. On a ici deux choses. D'abord, l'emploi d'un verbe, fuir, qui va métaphoriser la forêt. Une forêt, normalement, ne fuit pas. Un arbre, de fait, ne pouvant pas bouger, ne pouvant pas se déplacer. Mais là, l'emploi du verbe fuir confère une qualité humaine à la forêt. Et puis, dans le même vers, dès le vers 8, une comparaison qui vient achever la métaphore. Elle fuit au loin, cette forêt, comme une armée antique. Le terme d'antique, à la rime, qui rime d'ailleurs avec le terme de gothique, montre bien cette importance du monde humain, parce que l'Antiquité, comme le gothique, ce sont plutôt des périodes historiques. Donc il y a là une importance du monde humain associée au monde naturel. Mais ça veut dire quoi, une forêt qui fuit au loin comme une armée antique? C'est très étrange. La comparaison achève de personnifier la forêt. On a l'impression que ce vent-là qui souffle est en train de faire se déplacer les arbres. Donc l'emploi de la comparaison va filer, va continuer ce rapprochement entre le monde naturel et le monde humain. On avait déjà vu au vers 1 que les pins grinçaient en se heurtant, et d'ailleurs ça leur conférait une impression d'inquiétude. Ils faisaient peur avec le bruit négatif qu'ils produisaient. Et bien là, à présent, avec ces comparaisons et ces métaphores, on a l'image d'une forêt qui est comme une armée en train de disparaître, une armée en déroute. Et là, j'attire votre attention sur le fait qu'Apollinaire a pu être marqué par des images de soldats, notamment de soldats français en déroute, après ce qui est peut-être un des éléments, une des guerres les plus marquantes pour les Français en 1913, alors que la Première Guerre mondiale n'a pas encore éclaté, c'est la guerre franco-prussienne de 1870, et notamment une des grandes défaites françaises à la bataille de Saint-Privat en août 1870. Il y a un aspect, dans le texte d'Apollinaire, un aspect guerrier, un aspect martial de cette forêt qui est en train de fuir, qui est en train de disparaître. Et il y a là une référence historique peut-être importante pour Apollinaire. Ces arbres qui disparaissent et dont les cimes sont comme des grandes lances qui se cognent, qui se heurtent, eh bien il y a peut-être là une référence historique qui est importante pour Apollinaire. En tout cas, ce qui est certain, c'est que cette référence, par la comparaison et la métaphore, à une armée antique, cette référence-là, elle permet de nourrir la confusion entre le monde naturel et le monde humain dans le texte. Et cette forêt qui est inquiétante, elle est en train de disparaître. Et puisque le monde naturel disparaît, le monde naturel qui devenait comme une espèce d'armée, puisque ça c'est en train de disparaître, on va pouvoir retourner à partir du vers 9 et surtout du vers 10, on va pouvoir retourner au monde humain. Les villages méditent maintenant. Et les 4 derniers vers du poème Le Vent Nocturne sont isolés, sont importants. Ils forment presque un quatrain, même s'ils ne sont pas séparés de manière strophique, ils ne forment pas une strophe à part. On retourne à un environnement paisible, les villages éteints méditent maintenant, comme les vierges, les vieillards et les poètes. Là, on a une nouvelle comparaison qui va associer le village avec 3 figures humaines qui sont des figures à la fois de sainteté et d'isolement. La Vierge, le vieillard, le poète. Le village, avec cette comparaison, va donc devenir un lieu qui est un lieu paisible, un lieu solitaire, un lieu calme. Il est connoté positivement. Il a des aspects positifs.
Bref, la nature qui avait été rendue inquiétante avec les comparaisons à l'armée notamment, s'éloigne et on retrouve des figures humaines beaucoup plus calmes. D'ailleurs, ces figures humaines, il n'y en a presque plus, puisque au vers 12, on parle du pas, du nul venant. Personne ne vient, entre guillemets, dans ce texte. Et l'emploi d'ailleurs du champ lexical du sommeil, de la veille, témoigne de ce calme. On a éteint, médite, s'éveilleront au futur, vers 12. L'emploi de la tournure négative, d'ailleurs, ne s'éveilleront au pas du nul venant, continue de marquer ce calme très important dans le texte. Donc le poème se termine par une image très paisible, finalement. Le village peut s'éteindre. Le village peut s'endormir. Et d'ailleurs, on a, avec l'emploi de cette négation qui casse un petit peu la syntaxe habituelle du français, on voit finalement à la fin du texte qu'Apollinaire, au moment où il nous parle d'un village très calme, très paisible, eh bien, cette image-là, elle va passer par un jeu avec le langage. Le poète aime à jouer avec les mots de la langue française. Il aime jouer avec des termes savants, parfois compliqués. Il aime en inventer. Il aime bricoler un petit peu le vocabulaire. Que ce soit avec des termes techniques, des termes d'ornithologie, c'est le cas des gypaètes, les oiseaux, là, les vautours qui concluent le poème. C'est le cas aussi avec le terme de météorologie, avec le vent, avec l'autan au vers 2. C'est le cas avec des références très pointues à la mythologie phrygienne, avec le dieu Attis au vers 5. Et à chaque fois, ces mots, Apollinaire les met au centre, entre guillemets, ou bien en les choisissant comme dernier mot du vers, à la rime, c'est le cas de gypaète, c'est le cas de autan, ou bien au contraire en les répétant, en les isolant au centre de son texte. Attis, 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 charmante et débraillée. Ça permet de mettre en valeur ces termes. Donc on a, si on résume un petit peu, une destruction de la syntaxe traditionnelle, et notamment par la destruction de la négation du français. L'emploi de termes complexes, avec les termes de météorologie et d'ornithologie, et la rupture de la syntaxe qui va témoigner d'une poésie complexe et savante chez Apollinaire, pourtant sous des aspects extrêmement simples. La thématique centrale du poème, c'est le bruit que fait le vent la nuit dans une forêt. Donc, vous voyez bien que l'étude du vent nocturne d'Apollinaire permet de montrer cette tension entre la modernité de l'écriture poétique chez Apollinaire et des thèmes pourtant très traditionnels en poésie. Donc on a un texte qui va rendre vivant, entre guillemets, ces vieux thèmes poétiques. La description d'une forêt la nuit. Donc on a un poème qui montre l'importance pour Apollinaire du jeu sur le langage, et d'ailleurs c'est le rôle même du poète, tel que l'entend Apollinaire. Il s'agit toujours, pour lui, et pour tout poète, selon lui, d'être à l'avant-garde des pratiques artistiques de son temps, tout en continuant d'ailleurs à travailler sur des thèmes anciens et sur des formes anciennes. Ici on a le thème donc de la nuit, qui est un thème très ancien, et qui va pourtant prendre une tournure fantasmagorique, voire même fantastique, puisqu'on a une forêt qui semble devenir humaine, de manière très étrange. Donc vous voyez cette importance de la porosité entre modernité et tradition chez Apollinaire. On a des thèmes très anciens, très classiques finalement, le vent, la nuit, la forêt, qui sont pénétrés de formes poétiques nouvelles. Ce qui fait que parfois les textes poétiques d'Apollinaire, ils sont difficiles d'aspect, parce qu'on comprend globalement de quoi ça parle, mais on ne comprend pas la manière dont ça en parle. Parce que Apollinaire joue justement là-dessus. Il veut nous rendre compte que le langage, la langue qu'on utilise au quotidien, elle n'est pas si évidente que ça. Et lui, son boulot, son job, en tant que poète, c'est justement, à partir de cette langue qu'on utilise tous les jours, le français, eh bien de jouer avec son vocabulaire, avec sa grammaire, sa syntaxe, avec son style. C'est le travail du poète. Et ce travail du poète, il est particulièrement bien démontré dans la poésie qui est le vent nocturne. Voilà pour notre première lecture analytique d'Alcool
et pour l'analyse du poème Le Vent Nocturne, qui est un des grands textes d'Alcol. Vous retrouverez le tableau de lecture analytique sur ce poème pour reprendre les analyses que je vous ai proposées ici, que je vous enverrai évidemment par le biais de l'ELT. Je vous remercie, prenez soin de vous, courage à tous et n'oubliez pas de souffler un peu.